Bonjour à tous, chers amis, bienvenue pour cette émission d'actualité que nous réalisons en direct afin que nous puissions échanger avec vous via vos questions, via vos commentaires que vous pouvez poser dès maintenant sous cette vidéo. Avant de démarrer, je vous précise tout de suite que pour ceux que l'Iran, la problématique iranienne intéresse, il y aura une émission ce soir à 18h pour parler des derniers développements. Évidemment, ce week-end, c'était les cérémonies d'inhumation du guide suprême Ali Khamenei. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler ce soir du hors-série d'Omerta, le magazine Omerta, qui est consacré à l'Iran, que nous avons réalisé sur le terrain, puisqu'il y a 2 mois et demi, nous étions en Iran. Le seul média français à travailler, à enquêter et à préparer ce magazine et à préparer aussi un grand documentaire vidéo sur cette séquence de guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et ce documentaire, il va sortir ce soir sur l'application. Et nous allons donc en parler aussi ce soir. Nous allons vous présenter ces 2 productions, le magazine et le grand documentaire. Ce soir, à 18h sur cette chaîne YouTube. Pour cette émission d'actualité, je suis accompagné de Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Charles et bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce live. Joséphine qui est journaliste au sein de la rédaction d'Omerta, et j'en profite pour remercier Delphine qui est à la technique et sans laquelle cette émission en direct serait impossible. Alors, avant de démarrer cette émission, je vais vous demander, comme à l'accoutumée, de liker ce live afin que l'audience soit la plus forte possible. Et vous savez qu'en ce moment, c'est très important de pouvoir conserver, voire augmenter son audience, puisque les conditions de travail, les conditions de fonctionnement sur les réseaux sociaux sont de plus en plus restrictives, surtout quand votre média a une ligne qui n'est pas mainstream. Voilà, donc vos likes sur cette vidéo sont extrêmement importants. Et puis évidemment, posez vos questions, ajoutez vos commentaires. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, profitez-en tout de suite aussi pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, comme pour ceux qui s'abonneraient tout de suite, pensez à activer la cloche. Être abonné à une chaîne YouTube, c'est formidable, surtout à la chaîne YouTube d'Omerta, évidemment. Mais si vous n'activez pas la cloche, en réalité, vous êtes prévenu de manière extrêmement aléatoire des contenus, de la sortie des contenus de notre média. Donc, en activant la cloche, vous avez des notifications qui vous permettent de suivre en temps réel ce qui sort, ce qui est publié. Donc c'est important. Et puis alors pour ceux qui n'ont pas que la chaîne, que l'utilisation de YouTube, pensez à vous abonner aussi à notre compte X, c'est aussi très important, à notre compte Instagram, à notre compte TikTok, à notre compte Facebook. Et je vais en terminer par là en vous disant que les médias mainstream, non mainstream ne sont pas nombreux. Les médias non mainstream qui font un travail d'enquête, d'investigation, de grands documentaires, je dirais, n'existent quasiment pas. Je crois qu'Omerta est le seul média français non mainstream à traiter des sujets que nous traitons, pas seulement en les commentant sur YouTube, en invitant des gens, ça on le fait et c'est très intéressant. Et on a de très bons experts, de très bons invités que je remercie. Mais surtout, Omerta s'appuie sur un travail de terrain réalisé sous la houlette du directeur de la rédaction, que vous connaissez bien, Régis Le Sommier, qui lui-même met les mains dans le cambouis, se rend régulièrement en Ukraine, se rend régulièrement sur un certain nombre de théâtres, aussi au Congo-Kinshasa par exemple. Il y a Régis, mais il y a aussi les autres membres de la rédaction, les journalistes, les cadreurs, etc. On va sur le terrain, on est allé en Afghanistan, on est allé en Syrie, on est allé évidemment en Iran, et puis on a traité des sujets sociétaux importants. Et Joséphine en sait quelque chose, parce que tu travailles encore sur ces problématiques. Évidemment, tout ce qui est lié à la pédocriminalité, à la pédophilie, à la prostitution des mineurs. Tout ça, c'est traité aussi régulièrement dans des documentaires.
vidéo que vous pouvez retrouver sur notre application. Mais voilà, nos journalistes sont sur le terrain et donc je crois que ça mérite de les soutenir et votre soutien leur permet de continuer à travailler, de continuer à traiter d'autres sujets, que ce soit pour le magazine ou pour les documentaires vidéo, puisque nous avons les deux. Voilà, sans vous, c'est impossible. Donc, soyez le plus nombreux possible à nous aider. Et c'est vrai que l'abonnement à nos réseaux sociaux est fondamental. Alors aujourd'hui, Joséphine, je crois qu'on peut le dire dès maintenant, on va présenter le fruit du travail d'Omerta pour le magazine Omerta que nos amis auditeurs peuvent retrouver dès maintenant partout en kiosque et auquel ils peuvent s'abonner via la boutique en ligne de notre site internet. Ce magazine, j'en suis très fier. Il traite d'une problématique qui n'a jamais été traitée par aucun média. Il s'agit de l'Occident dégénéré. Voilà. Et vous voyez sur cette photo, donc 5 personnages. Jeffrey Epstein au centre, Barbara Bush, l'artiste au centre de la scène pour la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Vous voyez Dabia Ben-Kired à côté de Jeffrey Epstein, qui est la meurtrière, la violeuse de la petite Lola. Et puis en dessous, vous avez deux hommes. Le premier, évidemment, c'est Raphaël Arnaud, ce petit nervi d'extrême gauche antifasciste, leader de la Jeune Garde, fondateur de la Jeune Garde. Et puis là, vous avez ce qui ressemble, ce qui est en réalité ce qu'on appelle une racaille, c'est-à-dire un petit nervi qui fait partie de ces bandes, vous savez, espèces de bandes de sauvages qui retournent les Champs-Élysées régulièrement les soirs de match, et pas que, évidemment. On a l'exemple, ça démarre en général assez jeune, on a l'exemple du petit Hamza Ladouane au canal Saint-Martin. Voilà, donc on va vous parler de tout ça. Aujourd'hui, vous présenter le magazine et vous expliquer pourquoi ce thème est absolument fondamental. Charles, avant de commencer et avant d'avoir les premiers commentaires de nos auditeurs, peut-être que vous pourriez revenir sur le lien qui interroge justement entre ces 5 personnes, par exemple. Quel lien entre Raphaël Arnaud et Dabia Ben-Kired ? Oui, alors on a choisi déjà le terme d'Occident dégénéré pour parler d'un phénomène qui est à l'œuvre depuis, on peut dire 1968. Certains le font remonter un peu avant. Mais en gros, 1968, c'est la bascule et progressivement, la France et d'ailleurs l'Europe occidentale s'enfoncent dans une transformation profonde des sociétés de la civilisation occidentale avec un certain nombre de phénomènes qu'on n'a jamais connus et qui, ces dernières années, je dirais, ont accéléré et ont pris une ampleur qu'on n'a jamais connue en Europe, en particulier en France. Et c'est vrai que tu le rappelles, puisqu'on a donc 5 personnages sur cette couverture, mais on a aussi un sous-titre à cet Occident dégénéré. Et je vous le lis: pédophilie, wokisme, antifa, racaille, progressisme, jusqu'où iront-ils ? Et la question que tu poses, qui est excellente, c'est je crois qu'il est temps de commencer à comprendre que ces phénomènes qu'on voit dans la presse, qu'on voit au coin de la rue, qu'on voit à la télévision, peut-être pour certains dans leur famille, dans leurs amis, dans leurs connaissances, etc., que sont la pédophilie, le wokisme, l'antifascisme, les phénomènes liés aux racailles, donc aux violences urbaines, et le progressisme, eh bien, en réalité, sont, différentes formes de cette dégénérescence occidentale qui en fait non seulement transforme profondément la société, en particulier la société française, mais aussi la civilisation européenne. Et on fait entrer, ont profondément chamboulé, transformé, détruit, déstructuré le cadre de vie aujourd'hui des Occidentaux, même si évidemment quand on parle de certains pays de l'Est, on voit bien que eux sont encore un peu protégés contre tout ça. Ils ont conservé peut-être un peu plus de cadre et ils ont peut-être eu des réflexes de
de survie que nous n'avons pas eu. Mais en tout cas, pour ce qui est des pays de l'Europe de l'Ouest, on le voit en France, on le voit en Angleterre, on le voit en Belgique, on le voit en Allemagne, on le voit en Suisse, on le voit en Autriche, on le voit en Espagne, on le voit partout dans l'Europe de l'Ouest, évidemment aux États-Unis, au Canada, certainement aussi. C'est qu'on voit que tous ces phénomènes qui sont liés à des lobbies, à des groupes humains qui sont organisés, à des associations, à des partis politiques qui sont organisés, qui sont structurés, ont totalement bouleversé la France, pour prendre l'exemple de notre pays, de nos grands-parents et encore de nos parents. Moi, j'ai des parents qui sont nés en 1944 et 1945. La France qu'on a aujourd'hui, je dirais, c'est un autre pays. Voilà, c'est un autre pays. Et je dirais que beaucoup de Français aujourd'hui sont, sont en rupture en fait avec le patriotisme, avec les valeurs traditionnelles, avec tout ce qui a toujours fait la France, malgré les régimes, la royauté, la République, l'Empire, les guerres, etc. On a quand même toujours gardé une colonne vertébrale culturelle, morale, idéologique. Le patriotisme a toujours été au centre, que ce soit la République ou la monarchie, de la citoyenneté. Quelles que soient les tendances politiques, il y a quand même eu toujours un fond commun, des valeurs communes partagées. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats parce que tout ça est la cible en réalité de tout ce qu'on a sur la couverture. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de prendre les phénomènes de manière isolée et de considérer que l'antifascisme est dans son coin, mène son combat, et que de l'autre côté, on a des phénomènes de bandes urbaines, ce qu'on appelle les racailles aussi, que c'est un autre phénomène, et qu'il n'y a pas d'articulation, on a au contraire choisi chez Omerta de pousser la réflexion et de voir en quoi tout ça, et là on a pris 5 exemples de phénomènes, mais en réalité il y en a d'autres, on pourrait développer dans le futur, on pourrait pousser la réflexion sur d'autres phénomènes, mais en tout cas pour ce qui est de la pédophilie, du wokisme, de l'antifascisme, des phénomènes de violence urbaine, de racailles et du progressisme, il y a un lien aujourd'hui entre tous ces phénomènes qui est la destruction de ce qu'on appelle la France traditionnelle. Alors c'est pas les Français habillés en costumes régionaux, c'est vraiment ce qui a toujours fait la France, et c'est, je dirais, les valeurs des Français, j'allais dire normaux, c'est-à-dire qui essaient de vivre comme ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, bien évidemment qui sont entrés dans la modernité, mais qui essaient quand même de garder une cohérence, un lien avec le passé, avec les traditions, avec l'histoire familiale, avec l'histoire du pays, qui sont restés fiers du drapeau français. Voilà. Ces Français-là aujourd'hui, cette France-là aujourd'hui, elle est la cible de tous ces phénomènes. Et c'est ce qu'on explique dans le magazine, et c'est ce qu'on va évidemment essayer de développer auprès de nos auditeurs. Mais justement, Charles, je reste sur cette couverture, mais dans ce cas, est-ce que vous pensez que cette destruction au fur et à mesure de la France, par exemple, passant par Barbara Butch ou encore Raphaël Arnaud, est-ce qu'ils sont finalement responsables, par exemple, du meurtre de Lola et plus récemment de celui de Liana ou encore de Louis ? Disons que ce sont des phénomènes qui se sont développés parce que d'abord il y a une complicité des élites politiques qui ont laissé faire tout ça. Quand aujourd'hui, d'ailleurs l'affaire Liana, tu le dis très bien, c'est que pour que l'affaire Liana soit possible, c'est qu'il y a des dysfonctionnements qui sont lourds au sein de la magistrature évidemment, mais aussi au sein du pouvoir politique. Pour que Gérald Darmanin, qui est le garde des Sceaux, se réveille alors qu'il est ministre depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il a été ministre de l'Intérieur, qu'il est ministre de la Justice depuis plus d'1 an, pour qu'il se réveille et que la Macronie se réveille au bout de 9 ans pour comprendre qu'il y a un problème lié à la pédophilie, à la pédocriminalité, c'est que ces gens soit n'ont pas voulu voir, soit n'ont pas compris ce qui était en train de se passer, soit par leur inaction, finalement,
d'une certaine manière, se sont rendus quelque part complices de ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première affaire, évidemment, malheureusement, de pédocriminalité accompagnée d'un meurtre. Je crois qu'on peut trouver, quand on ouvre la presse nationale et la presse régionale, il y a des affaires quasiment quotidiennement qui relèvent de la pédocriminalité ou de violence ou d'agression sexuelle, etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, la France, je dirais, pour nos enfants, est devenue un coupe-gorge. Il y a l'affaire du petit Louis aussi, qui avait été placé à l'ASE, donc qui avait été retiré de la garde de ses parents pour être placé à l'ASE et qui termine, je dirais, massacré par aussi 5 racailles mineures. Tout ça est inquiétant, mais tout ça n'est pas nouveau. Et surtout, ce ne sont pas des faits isolés. Il y a une ampleur, il y a une quantité d'actes pédocriminels ou d'ultra-violence accompagnés de meurtres, etc., qui aujourd'hui, je dirais, montrent que l'État a démissionné, les politiques ont démissionné, et ce seraient des phénomènes nouveaux qui datent d'il y a 1 an, 2 ans. On pourrait se dire, bon, la machine politique est lente à se mettre en place, à réagir, etc. Mais là, c'est pas 2 ans, 3 ans, c'est 40 ans de démission du politique, 40 ans de démission des institutions, 40 ans où la police est débordée, où les magistrats sont débordés, où pour une certaine partie des magistrats se sont rendus coupables en prononçant des peines trop légères, en trouvant systématiquement des excuses. Il y a une culture de l'excuse en France pour tous ces actes qui est absolument insupportable et qui est même entrée dans le champ politique, et notamment au sein de l'extrême gauche. L'extrême gauche est pour une permissivité quasi totale pour ce genre de phénomène. Elle est toujours dans la culture de l'excuse pour ce qui concerne les racailles. Elle soutient le wokisme, elle soutient la déstructuration de la société. Et donc justement, il y a bien un lien qu'on montre et qu'on démontre dans le magazine entre tous ces phénomènes qui agissent en réalité de concert, chacun sur son créneau, chacun dans son couloir, comme dans une course, mais qui vont dans la même direction avec un même objectif, c'est, je dirais, profondément transformer, en la déstructurant, la société française. Voilà. Et quand on parle des pédophiles, évidemment, je dirais, il y a les auteurs d'actes pédocriminels qu'on peut voir. On parlait de l'affaire Liana avec ce monstre qui était déjà... Voilà, qui était déjà connu pour de nombreuses agressions sexuelles. Mais quand on tire le fil et qu'on va chercher, en fait, on a ce monstre, je dirais, isolé dans son coin de campagne, etc. Mais pour qu'on ait aujourd'hui Jérôme Barella et des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'autres pédocriminels en France qui sont en liberté et pour lesquels les victimes n'ont pas encore ou ne porteront jamais plainte, c'est bien qu'il y a au-dessus un élément déclencheur qui permet à ces monstres, je dirais, d'agir en toute impunité, voire même de devenir des monstres. Et pour ça, effectivement, il faut remonter aux sources, et là on est sur de l'idéologie, à mai 68, et à cette tentative d'un certain nombre d'intellectuels et d'artistes de légitimer en fait les actes pédophiles, la sexualité avec les mineurs. Évidemment, tout le monde connaît la sortie de Daniel Cohn-Bendit, mais en réalité, il y en a bien d'autres. Je lisais tout à l'heure le journal Libération, je retrouvais des archives du journal Libération, justement dans ces années, qui était vraiment engagé dans une explication de texte pour expliquer que la sexualité des mineurs et des très très jeunes mineurs était quelque chose de tout à fait acceptable en tentant de la démontrer par A plus B. Voilà. Et donc, ce qu'on fait dans ce magazine, c'est qu'on explique le point de départ qui est en fait une volonté idéologique pure en fait de déstructurer la société. Et pour déstructurer la société, eh bien, il y a plusieurs choses à déstructurer. La sexualité des adultes
en est une. Il a fallu déstructurer la sexualité des adultes en y intégrant la pornographie, en y intégrant un certain nombre de déviances sexuelles qui ont été légitimées, pareil, et en intégrant et en légitimisant la pédophilie et la pédocriminalité comme quelque chose de normal. Voilà. Et ça, ce n'est que sur l'aspect, je dirais, des pratiques sexuelles, mais en réalité, la déstructuration de la France, cette dynamique anti-française, anti-traditionnelle, anti-spirituelle, elle se décline sur bien d'autres aspects. C'est ce qu'on essaie, en prenant 5, eh bien d'expliquer dans ce magazine, en expliquant qu'entre chaque couloir, entre chaque thématique, il y a des liants, il y a des articulations, et c'est en comprenant les articulations et l'articulation globale, la logique globale, qu'on comprend en réalité que c'est une guerre à la normalité qui est menée depuis 60 ans en France, mais aussi dans l'ensemble du monde occidental. J'étais l'autre jour en Belgique. Il faut se balader dans Bruxelles pour voir à quel point la société belge est complètement déstructurée. Je dirais, les gens le portent quasiment sur leur visage aujourd'hui. Tu es à Bruxelles, pour trouver des gens normaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand tu t'approches du Parlement européen, la première chose que tu vois, et j'y étais il y a 3 mois, ça n'y était pas, ce sont des passages piétons qui ont été peints aux couleurs du drapeau LGBT. Ce qui veut bien dire aussi que, et là on remonte à l'étage supranational, aujourd'hui, toute cette idéologie, cette déstructuration de tout ce qui est national, patriotique et spirituel et moral, elle vient des élites, je dirais, d'une partie des élites, on ne va pas les mettre tous dans le même sac, mais d'une partie des élites parisiennes, des élites politiques, des élites culturelles, etc., françaises. Mais il y a l'étage du dessus, le premier étage de la fusée aujourd'hui, c'est ce qui n'existait pas il y a 60 ans, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est devenue, je dirais, le cœur de la matrice idéologique qu'on décrit dans le magazine. Et justement, Charles, je voulais quand même ajouter que, en parlant de cette révolution sexuelle, on a justement bien travaillé dessus dans le mag, et notamment avec Marion Sigaud. On s'est penché sur Alfred Kinsey, qui lui est représenté comme le père de la révolution sexuelle. Et justement, Marion Sigaud va évoquer toutes les dérives de cette révolution sexuelle, et notamment avec de nombreuses escroqueries scientifiques. Et voilà, elle évoque également la pédophilie. Avant de prendre les questions de nos auditeurs en direct, la semaine dernière, on a reçu un message sur les réseaux sociaux de la part d'un abonné, et qui nous a posé une question qui est assez intéressante et à laquelle justement on a dû faire face. C'est comment aborder le cas de Jeffrey Epstein, comme on l'a fait dans ce mag, notamment avec Carl Zero, sans être accusé de complotiste et d'antisémite. Alors, c'est une bonne question. En réalité, la réponse se trouve dans le travail d'Omerta qu'on effectue depuis 4 ans et demi. C'est-à-dire que quand on prend un sujet, et c'est la patte qui a été impulsée notamment par Régis, qui est une référence dans le monde du journalisme, c'est que nous abordons toujours les sujets que nous traitons sous l'angle de l'honnêteté, en fait, de l'honnêteté et des faits. Ce qui veut dire que, je dirais, nous n'avons quasiment... Il n'y a pas de limite dans l'honnêteté et dans l'extraction et l'analyse des faits. On peut être face puisque tu parles de l'appartenance religieuse, être juif, être musulman, être catholique, être hindou, etc., n'a strictement aucune incidence sur le travail quand on effectue un travail journalistique. Je crois qu'il faut s'attacher sur ce genre d'affaires et d'enquêtes et d'investigations à tenir compte des faits, uniquement des faits. Et c'est vrai que c'est une approche qui, concernant l'affaire Epstein, mais il y en a bien d'autres,
ne fait souvent pas partie de la méthodologie du mainstream, puisque, et c'est d'ailleurs très bien décrit par le Carl Zero dans notre magazine, qui donne une interview exclusive et qui qualifie d'ailleurs Jeffrey Epstein de maître des dégénérés. Pendant des années, Carl Zero a dénoncé la pédocriminalité, que ce soit la pédocriminalité du bas, c'est-à-dire de monstres comme Jérôme Barella, mais aussi la pédocriminalité des élites. Il l'a fait alors que l'intégralité des médias mainstream niait le phénomène, niait l'ampleur du phénomène et, je dirais, faisait passer les gens qui s'intéressaient à ces questions-là et qui dénonçaient la pédocriminalité pour des fous. Alors aujourd'hui, devant l'ampleur du phénomène et parce que Internet a donné des vecteurs, je dirais, à des personnalités comme Karl, mais aussi à des médias comme Omerta de travailler et diffuser nos contenus et nos investigations, il n'est plus possible pour le mainstream de nier ce genre d'affaires. Mais c'est vrai que quand on évoquait le nom d'Epstein il y a 5 ou 10 ans, je dirais, les portes se refermaient systématiquement. Aujourd'hui, c'est plus possible, et c'est plus possible, et ce qui permet en réalité de dire que plus personne aujourd'hui n'est intouchable. Que ce soit Epstein comme le prince Andrew, comme Donald Trump, comme n'importe quelle aujourd'hui personnalité, peut être aujourd'hui, je dirais, mis sur le banc des accusés, à tort ou à raison d'ailleurs. Il y a aussi des manipulations, il y a des gens qui sont accusés à tort, il y a des procès politiques qui sont intentés juste pour faire tomber des concurrents, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on le voit avec l'affaire Patrick Bruel, je dirais plus personne n'est à l'abri. On ne peut pas se revendiquer de l'appartenance à un clan, à un groupe, à une ethnie, à une religion, en disant qu'on sera protégé parce que on a une espèce de totem d'immunité. C'est pas possible. Voilà. Donc, Epstein, évidemment, vu l'ampleur de l'affaire, les connexions à la fois privées, professionnelles, amicales, politiques de ce monstre, eh bien, font cette affaire est tout à fait hors norme, mais elle cache des affaires, je dirais, moins spectaculaires, mais qui sont gravissimes. Et ça, effectivement, on le voit aussi dans la presse quotidiennement. Et l'affaire Bruel en est un exemple, même s'il est présumé innocent. On voit que des comportements déviants, notamment sur la sexualité, eh bien, sont en réalité légion, et qu'aujourd'hui, eh bien, en Europe occidentale, eh bien, les enfants comme les femmes, souvent, sont, comme les jeunes d'ailleurs, sont, je dirais, des proies faciles et des proies, vu l'ampleur du phénomène et le nombre de détraqués dans la nature, je dirais les rues des grandes villes en particulier, mais le phénomène est présent sur l'intégralité du territoire, sont devenus quasiment des coupe-gorge. Et quand on laisse sortir son gosse aujourd'hui, ou sa fille, ou sa sœur, eh bien, c'est tout à fait problématique. Tous ces phénomènes touchent les Français, quelle que soit leur appartenance ethnique, leur origine ethnique, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment... c'est la raison pour laquelle il faut traiter... Pour traiter honnêtement de ce sujet-là, il faut sortir de sa propre communauté ethnique, de sa propre appartenance ethnique. Il faut sortir de, je dirais... il faut être capable de prendre du recul par rapport à, je dirais, sa religion, pour ceux qui en ont une, parce que c'est la seule manière de traiter honnêtement de ces sujets-là. Par exemple, moi, je suis catholique, on traite dans le magazine, on parle de l'affaire Betaram. Betaram, c'est un pensionnat catholique dans lequel se sont déroulées aussi des monstruosités. Eh bien, il fallait le traiter. Peu importe que je sois catholique ou alors que l'autre soit juif ou que l'autre soit musulman, etc. Ce magazine est un magazine de salut public, de salubrité publique. Et pour faire le travail jusqu'au bout, il ne faut épargner personne. Et je dirais, il faut pointer et dénoncer les monstres, d'où qu'ils viennent,
quel que soit leur statut social, personne aujourd'hui ne doit être protégé. Et je dis ça aussi parce que dans le domaine justement des agressions et des violences sexuelles, etc., je dirais ce phénomène touche à peu près tout le monde, à peu près tous les partis politiques. Et donc, le travail d'Omerta, ce n'est pas de protéger qui que ce soit, c'est de dénoncer ce qui doit être dénoncé en s'appuyant sur des faits, sur une démonstration, et aussi d'analyser, je le disais, tous ces phénomènes en expliquant que ce ne sont pas des choses isolées qui arrivent comme ça, ce ne sont pas des faits divers qu'on voit, etc. Tout ça procède d'une logique qui remonte bien au-dessus et qui est en réalité de changer vraiment l'âme, la conscience des Français et plus globalement des Occidentaux. Charles, je me permets de prendre un Allons-y. commentaire des auditeurs qui a été très apprécié dans le chat. Je le cite. L'extrême gauche cherche à construire autre chose et comme l'a dit Emmanuel Macron, c'est plus facile de construire sur des ruines. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est également dû à une stratégie politique ? Alors, c'est un très bon commentaire. Effectivement, c'est ce que dit aussi la couverture, c'est que dans cette démarche d'anti-France et de transformation des Français, transformation profonde, puisqu'il s'agit en réalité de... Mélenchon le dit d'ailleurs, il dit Nouvelle-France, mais en réalité, ce qui est en œuvre, c'est un changement de population, et c'est pas seulement la couleur, la créolisation de la population que veut Mélenchon, c'est profondément, y compris même pour les immigrés ou les descendants, les petits-fils d'immigrés, c'est de changer ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est en réalité bien plus profond. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre que quand on voit des musulmans aux côtés des musulmans, quand on est musulman sincère, je suis désolé, on ne peut pas être aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est la promotion du wokisme, c'est la promotion du LGBTQ++, etc. Quand on est honnête, qu'on est logique, qu'on est cohérent, on ne peut pas être à côté de Jean-Luc Mélenchon, qu'on soit d'ailleurs musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit juif, peu importe. Ce n'est pas possible. Bon. Ce qui est important de comprendre, en réponse à ce commentaire, c'est que l'extrême gauche comme les progressistes, c'est-à-dire en réalité la Macronie, poussent dans la même direction. Ils ont des divergences sur le plan économique, sur le plan un peu sécuritaire, sur le plan... Mais pour ce qui est de la transformation de la société française, en réalité, ils poussent dans la même direction. Et ce qu'ils ont de commun, c'est effectivement le wokisme, la repentance systématique de l'histoire de France, c'est la destruction des valeurs traditionnelles. Les macronistes sont strictement au diapason des mélenchonistes sur la question de la GPA, sur la question de la PMA, sur toutes les questions sociétales. Ils sont strictement, allez, à quelques nuances près, mais c'est infime, ils sont strictement alignés l'un sur l'autre. Voilà. C'est aussi ce qu'on explique dans le magazine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des débats, quand vous voyez certains débats dans des émissions politiques avec des gens qui s'engueulent ou qui font mine de ne pas être d'accord, en réalité, sur un certain nombre de choses, ils sont strictement d'accord. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas simplement comme ça des épiphénomènes qu'on voit avec des personnalités qui s'expriment. C'est vraiment, je le dis peut-être de manière un peu brutale, mais c'est ce qui me paraît être la réalité. On ne va pas prendre de filtre. Il y a aujourd'hui une espèce de guerre idéologique à mort entre, d'un côté, cet Occident dégénéré, donc avec de l'extrême gauche, avec du progressisme, avec tout un tas de choses, qui fait la guerre, qui veut changer la France et les Français, et de l'autre côté, des gens simples qui se prennent dans la gueule une ultra-violence, parce qu'en fait, on leur a changé leur cadre de vie depuis 60 ans, on s'en prend à leurs enfants, on leur impose une repentance systématique,
Ils sont systématiquement coupables de tout. Ils ne peuvent répondre à rien, etc. Et ces gens-là, je tiens à le dire, parce que de l'autre côté, on a un espèce d'agrégat je disais, de gens qui viennent de l'extrême gauche, du progressisme, de toute appartenance ethnique, de toute appartenance religieuse. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens qui s'en prennent plein à la figure aujourd'hui, il y a évidemment, il y a des athées, mais il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de catholiques, mais il y a aussi beaucoup de musulmans, il y a des juifs aussi. Et je dirais, cette guerre idéologique, en réalité, elle est au-dessus de l'appartenance ethnique, elle est au-dessus de l'appartenance religieuse, elle est aussi au-dessus de l'appartenance sociale. Hein. De l'autre côté, on a à la fois des élites dégénérées et en même temps, je dirais, pour ce qui est par exemple des bandes antifascistes ou des bandes de racailles, tout ça pousse dans la même direction. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a aussi des bourgeois, des gens très simples, je le disais, de toute religion, de toute appartenance ethnique, et qui n'ont pas envie de mourir, qui se rappellent je dirais, de l'éducation qu'ils ont reçue, qui ont connu leurs grands-parents, qui ont un lien à leur histoire familiale, qui y tiennent, qui ont un lien à l'histoire nationale, et qui souvent d'ailleurs ont une spiritualité, la revendiquent, et qui n'ont pas envie de perdre tout ça. Et ce à quoi on arrive, c'est finalement un affrontement qui ne fait que monter, et l'actualité le prouve tous les jours, un affrontement avec cette partie de l'Occident dégénéré qui est à l'œuvre et qui est en ordre de bataille. Et de l'autre côté, eh bien, cette France qui commence à comprendre qu'en fait, on veut la détruire, on veut la transformer, on veut la détruire, et qui est en train de se réveiller, qui est en train d'un petit peu non seulement de prendre conscience, mais aussi de s'organiser. Quand on voit les réactions pour l'IANA et pour tout ce qui se passe en ce moment, on voit que les gens sont en train de prendre conscience qu'une partie des élites, en réalité, n'en a rien à faire, voire même, je dirais, par leur passivité, est devenue complice, et qu'en face, on ne leur fera pas de cadeau. Voilà. Charles, dans les commentaires sous ce live, on a également beaucoup de fois le thème de l'Union européenne qui ressort. Et là, je vous ai par exemple pris une question, je la cite. « Il faut absolument sortir de l'Union européenne. C'est ce qui amène à la dictature, mais est-ce aujourd'hui possible ?» Est-ce que vous pensez que déjà l'Union européenne a un lien avec cet Occident dégénéré ? Alors, c'est une très bonne question. Oui, évidemment, puisque l'Union européenne, avec les dirigeants qu'on a aujourd'hui, les dirigeants de l'Union européenne il y a 20 ans, je dirais, étaient plus traditionnels, n'avaient pas cette idéologie de déconstruction, que ce soit le progressisme, le wokisme, le LGBTisme, etc. Tout ça était moins prégnant, voire d'ailleurs était inexistant. Aujourd'hui, l'Union européenne est devenue le moteur de tout ça, et on voit qu'il y a l'idéologie de l'Union européenne, des dirigeants de l'Union européenne, aujourd'hui, Ursula von der Leyen et d'ailleurs Emmanuel Macron, est vraiment de pousser, d'encourager cette dynamique. Il faut se souvenir aussi de la campagne d'Emmanuel Macron dès 2017, quand il parlait de la colonisation, de l'histoire de France, de la culture française qui n'existe pas, etc. On voit que tout ça est pensé, réfléchi, voulu, organisé, financé, poussé depuis très longtemps, et depuis Paris, évidemment, depuis Bruxelles. Ursula von der Leyen est une woke totale. Elle est dans une logique supranationale et d'Europe fédérale, et on ne parle pas seulement de problématiques, de sujets juridiques. On parle de la mise en place, je dirais, d'une région du monde qui doit servir d'exemple de multiculturalisme, de sociétés créolisées, de sociétés cosmopolites, de sociétés marchandes, intégralement marchandes. Voilà, tout ça, évidemment, sans repères traditionnels, sans religion ou avec des religions transformées, c'est-à-dire des religions qui ont été vidées de leur contenu, vidées de leur sens, vidées de leur tradition, vidées de leur spiritualité. Tout ça, évidemment, est mis en place par l'Union européenne, poussé par les élites de Bruxelles. Évidemment. La solution, effectivement, ce serait... En fait, il y en a deux. C'est soit
Certains disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, d'autres disent qu'il faut transformer l'Union européenne. Il y a deux tendances aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de débats et souvent, d'ailleurs, ça peut être assez animé. En réalité, il y a plusieurs perspectives. Il y a une perspective à moyen terme où effectivement, ce sera soit la sortie de l'Union européenne, soit, je dirais, une prise de pouvoir à Bruxelles par des gens qui font partie des mouvements politiques, quel que soit le pays, qui sont plus traditionnels et plus patriotiques. Je dirais ça, c'est à moyen terme. Ça ne se fera pas demain. Mais il y a des logiques aussi plus court-termistes. Et la logique plus court-termiste, je pense que vraiment, c'est ne pas attendre qu'à un changement, même si on l'espère, on le souhaite, mais c'est commencer à... Je dirais, le combat, il a déjà commencé. Le combat, il est dans la vie de tous les jours. Et ça, on ne peut pas attendre la sortie ou une réforme de l'Union européenne. Ça concerne tout le monde. Et je dirais, il est urgent d'agir parce que chaque jour apporte son lot je dirais, de mauvaises nouvelles. Et le combat qui est mené par cet Occident dégénéré et qui pousse à la dégénérescence occidentale, il est mené, que ce soit par l'extrême gauche ou par les progressistes, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, pour avoir une chance de survivre, je dirais que pas un jour ne doit être perdu. Et vous avez fait la transition avec l'une des prochaines questions. Justement, agir, oui, mais qu'allons-nous faire concrètement si on est muselé sur les réseaux sociaux, sur les médias, comme pour nous ça a déjà été le cas, et plus largement dans le monde politique? Très bonne question. C'est vrai qu'on voit une pression médiatique qui est importante. Vraisemblablement, elle va se renforcer, surtout à l'approche de la présidentielle, au moins en France. Mais bon, il y a effectivement, il y a le Digital Act de l'Union européenne qui tend à accroître la pression, je dirais, sur des voix dissonantes. Alors, on peut parler du côté d'Omerta. Je crois qu'il faut déjà essayer de produire un travail de qualité, un travail factuel. La France est encore moins dans certains domaines, un état de droit. Donc, on peut, je dirais, et c'est le cas d'Omerta d'ailleurs, en étant hyper vigilant, hyper rigoureux, hyper sérieux, en ne laissant passer aucune erreur, on a quand même encore les moyens, je dirais, de faire son travail. Est-ce que ce sera le cas dans 2 mois, 6 mois, 1 an? Je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, ce que je peux vous dire, je vais peut-être faire une petite anecdote, une petite révélation pour certains de nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, mais pour être considéré comme un média, aujourd'hui, eh bien, il y a des conditions à remplir, il y a un cahier des charges à remplir et qui vous permet d'obtenir ou non eh bien, l'agrément presse. L'agrément presse, c'est cet agrément délivré par le ministère de la Culture qui permet, par exemple, aux journalistes d'une rédaction eh bien, d'avoir leur carte de presse. Bon, chez Omerta, on a obtenu cet agrément qui a été renouvelé malgré un certain nombre de pressions et de tentatives un peu de freinage, on va dire ça comme ça. On a fini par les obtenir et par se les voir renouveler, tout simplement parce qu'on a été d'une rigueur, et je remercie Régis et tous les journalistes et tous ceux qui travaillent chez Omerta, parce qu'on a été d'une rigueur intégrale sur tout ce qu'on a fait. Sur tout ce qu'on a fait. Que ce soit les documentaires vidéo, mais aussi les magazines. À chaque fois qu'on a sorti quelque chose, tout était sourcé, tout était vérifiable, il n'y avait pas de fake news, il n'y avait pas de théories délirantes. Ça existe aussi, les théories délirantes. On n'en a jamais produit. Tout ce qu'on a sorti, ça a été vérifié, revérifié 3 fois, 10 fois. C'est la raison pour laquelle, et c'est en réalité la seule condition qui permette eh bien je dirais, de se protéger et qui empêche ceux qui, dans certaines instances, eh bien, voudraient rayer Omerta de la liste de la sphère médiatique, qui les empêche de pouvoir le faire.
c'est parce que quand le travail est bien fait, je dirais ils ne peuvent pas encore tout se permettre. Voilà. Et donc, chez Omerta, c'est la ligne de conduite dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, chez Omerta, je tiens aussi à le préciser, parce qu'on ne laisse rien passer. Quand on a lancé le média, on a été la cible d'articles diffamatoires, etc. On a attaqué systématiquement tous les journaux, tous les journalistes qui ont diffamé, qui ont, à dessein d'ailleurs, pour discréditer Omerta. On a systématiquement porté l'affaire devant les tribunaux. Alors, ces affaires n'ont pas encore été jugées, elles le seront bientôt. Mais voilà. Qu'est-ce que sera la situation dans 6 mois? Peut-être qu'elle sera très dégradée. En tout cas, aujourd'hui, on a encore les moyens de se battre, à condition d'être hyper exigeant et hyper rigoureux. Voilà. Si faire n'importe quoi, en réalité, c'est s'exposer, c'est se mettre en danger, et c'est donner les arguments et je dirais les raisons factuelles, les raisons objectives pour nos ennemis, eh bien, de nous rayer de la carte. Charles, dans ce live, on a déjà abordé les questions autour des violences faites aux enfants, que ce soit des meurtres, des viols et d'autres agressions sexuelles. Mais dans les commentaires, nos abonnés parlent également d'insécurité et d'insécurité même quand on est adulte. Et là, on a par exemple le commentaire d'une de nos abonnées qui nous écrit « Agressé par un OQTF, plainte classée sans suite, refus du policier de noter la nationalité de la personne qui pourtant s'en revendiquait. Je ne sors plus de chez moi à la nuit tombée. » Est-ce que ça aussi, c'est le symbole d'un Occident décadent ? Ah, mais c'est même plus que décadent, c'est dégénéré. Et notre auditrice a bien raison. Aux côtés du wokisme et des questions de pédocriminalité, se pose la question, et on la traite dans le magazine, des violences et de ces phénomènes de racailles qui sont dus, je dirais, soit à de l'immigration clandestine qu'on n'a pas su, je dirais, expulser, et qui aujourd'hui pollue un certain nombre de nos rues. L'autre jour, je rentrais de Bruxelles, je suis arrivé gare du Nord. Quand vous sortez de la gare du Nord, vous voyez des espèces de hordes d'individus qui, en fait, ressemblent plutôt à des sauvages incontrôlables. Alors, il était 16h, donc il n'y avait pas eu encore d'alcool et peu de drogue, mais je m'imaginais ce que c'est que de circuler à proximité de la gare du Nord à 20h, à 22h ou à 23h. C'est le coupe-gorge intégral. Et ça, c'est pas que la gare du Nord. C'est aujourd'hui, dans beaucoup de grandes villes en France, il y a ces phénomènes de bandes urbaines liées à l'immigration clandestine. Il y a aussi des phénomènes de bandes urbaines, ce qu'on appelle les racailles, qui sont, je dis psychologiquement, on va dire atteints, voire complètement décérébrés. Et qui bénéficie d'une impunité quasi totale, puisque notre auditrice le rappelait pour la question de l'OQTF, mais c'est pareil pour des gens qui ont la nationalité française, mais qui sont en réalité de véritables bêtes sauvages. Comment dirais-je, le niveau des peines, la réponse pénale est très faible, et la réponse carcérale aussi, dans l'exécution des peines, est aussi très faible. La plupart effectivement, beaucoup des plaintes qui sont déposées par les Français, et tous les Français ne déposent pas plainte, en réalité aboutissent sur des peines ridicules, avec des individus qui, avec les aménagements de peine, ressortent quasiment aussitôt. Je dois dire aussi, quand on regarde, ce qui est le cas d'Omerta, on en parle d'ailleurs souvent au sein de la rédaction, quand on va dans des pays étrangers, d'ailleurs par exemple des pays arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., quand on est dans ces pays, qu'on regarde l'actualité, qu'on discute un peu, qu'on se balade dans la rue, qu'on écoute, on se rend compte que le laxisme des sociétés occidentales est absolu, et il n'y a pas plus laxiste que les sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'aux Émirats Arabes Unis, par exemple, pays que je connais bien, ce qu'on peut voir dans les rues de Paris ou lire dans la presse quotidienne est impensable.
C'est-à-dire qu'il y a une réponse immédiate, ferme, qui s'applique quelle que soit l'origine ou la religion de l'individu. Voilà. Aujourd'hui, en France, on est dans une société de laxisme parce que l'État a démissionné, parce qu'il y a la culture de l'excuse, parce qu'il y a 30 ans d'action d'SOS Racisme pour expliquer que l'origine ethnique donne une espèce d'explication et de sauf-conduit, quel que soit l'acte qu'on commet. Il y a aujourd'hui une police qui souvent en fait est débordée parce que on parle pas de quelques cas isolés, on parle de véritables meutes urbaines. L'affaire du Petit Louis d'ailleurs en est un exemple. Pour s'acharner à 5 individus contre un, c'est que je dirais on est passé dans autre chose. Et ce qui a fait passer la France dans autre chose, c'est toute cette idéologie dont on parle, dont la conséquence est ces bandes de décérébrés qui, de temps en temps, tiennent un Coran dans la main gauche, le soir même vont organiser des réseaux de prostitution sur Telegram, sur des applications. On a étudié aussi là-dessus. Qui le lendemain viennent vous parler des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles, qui le surlendemain vont faire des braquages. Et le tragique là-dedans, c'est que la conséquence de tout ça, en réalité, c'est une société qui est extrêmement fragmentée et c'est une communautarisation de la société qui est extrême. Les gens aujourd'hui considèrent qu'en mettant un pied dans la rue, ils sont en danger. Et souvent, ils ont raison. Donc le problème, en fait, est multidimensionnel. Ce qu'on essaie de faire dans le magazine, c'est remettre de la logique parce que il y a tellement, c'est comme un cancer métastasé, il y a tellement de métastases à tout ça qu'il était important de pouvoir remettre de la logique et de la cohérence. Et quand on est agressé par quelqu'un dans la rue, par un OQTF, c'est pas seulement, je dirais, c'est le problème de l'immigration clandestine, mais c'est pas seulement le problème de l'immigration clandestine. Il faut remonter à la source. Pourquoi cet OQTF qui agresse notre auditrice est en France? Il est en France parce que des politiques ont permis à l'immigration clandestine, je dirais, de déverser comme ça des individus qui n'auraient jamais dû mettre les pieds sur le sol européen et ou alors auraient dû être expulsés immédiatement vers leur pays d'origine. Et ça, je dirais, quand on se pose la question, on remonte vers la responsabilité des dirigeants politiques. Des dirigeants politiques qui étaient au pouvoir et qui ont permis à cet individu d'entrer, qui étaient au pouvoir et qui n'ont pas permis de l'expulser, et aussi à toutes ces élites politiques, médiatiques, culturelles, qui ont expliqué qu'en réalité, qui n'ont pas pris des décisions politiques, mais qui ont fait du lobbying et qui ont poussé pour que cette immigration, cette submersion migratoire avec des peuples venant de pays qui les rendent de toute façon inassimilables. On pense, il y a ces vagues migratoires venues du Moyen-Orient avec la crise syrienne. Il y a aussi toute l'Afrique subsaharienne, notamment le Soudan, l'Érythrée, etc., qui en fait, l'Afghanistan aussi, plus loin, mais il y a eu beaucoup d'illégaux afghans et qui ont rendu, en fait, qui ont expliqué que en fait, ces vagues migratoires étaient un apport positif et qui ont tout fait via leur soutien aux associations de migrants, au lobbying dans la presse, etc., pour en fait imposer aux Français qui n'avaient rien demandé à personne, je dirais, cette submersion migratoire et à terme aussi, de faire évoluer la France vers ce qu'aujourd'hui est l'Angleterre, c'est-à-dire un coupe-gorge multiethnique, multiconfessionnel, avec les grooming gangs, etc. On est un peu en retard par rapport à l'Angleterre, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des forces, il y a des lobbyistes qui poussent à la communautarisation radicale et extrême de la société française. Et vous venez à l'instant de parler de l'Angleterre.
Et juste avant, vous avez parlé également de l'anti-racisme. Et je vois d'ailleurs que les abonnés en parlent beaucoup là dans les commentaires. Quel lien on peut faire par exemple avec le cas du meurtre du jeune Henri Novak? C'est un peu le meurtre du jeune Henri Novak. Effectivement, c'est je crois que j'ai vu la photo d'ailleurs ce matin sur X. L'origine du meurtrier, c'est un Pakistanais, il me semble, c'est pas ça? Bon. Donc effectivement, mais le meurtre du jeune Henri Novak en Angleterre, on l'a déjà eu en France. Il y a des histoires similaires où en fait des individus qui en situation illégale ou alors ayant obtenu un titre de séjour, je dirais, se livrent à des d'ailleurs pris de pulsions psychiatriques. Il y a beaucoup de cas psychiatriques, je dirais, qui sont beaucoup de clandestins sont de véritables cas psychiatriques qui viennent d'environnements qui sont complètement différents, complètement déstructurés, des rapports à la femme qui sont complètement moyenâgeux, des rapports. Enfin, on laisse entrer des gens qui sont en fait qui viennent de sociétés qui sont en réalité inassimilables au modèle occidental, auquel d'ailleurs les woke et les antiracistes trouvent toujours toutes les excuses possibles, mais qui sont dans je dirais, pour des valeurs traditionnelles et pour des Européens normaux, qui sont en réalité inassimilables. Voilà. Mais tout ça est possible parce que vous avez derrière, effectivement, 30 ou 40 ans d'antiracisme, où on a cherché systématiquement à faire pleurnicher les Occidentaux, les Français, les Anglais, sur le sort de ces pauvres personnes qui arrivaient de l'étranger, etc., qui étaient des victimes, etc. Donc il y a une culture de la pleurniche, mais ça pourrait prêter à sourire si ce n'était pas aussi grave. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est avec des gens qui, je dirais, reproduisent sur le sol européen, sur le sol français, sur le sol anglais, des coutumes, des modes opératoires qui viennent de sociétés qui sont très différentes, pour ne pas dire autre chose. Quand on voit l'usage des couteaux, des cutters, quand on voit toutes les monstruosités qui sont commises notamment par les OQTF, mais il n'y a pas que ça, ça veut bien dire que ces gens, 1, sont inassimilables, 2, que les assimiler coûterait trop cher, 3, qu'il n'y a aucun intérêt à les assimiler, à les garder, à les conserver sur le sol français ou européen, et 4, qu'il est urgent de les expulser. Voilà. Et sur tous ces points-là, je tiens à dire que l'extrême gauche leur trouve des excuses et pousse, parce que la matrice de l'extrême gauche, on n'est pas sur le communisme de l'Union soviétique. On est sur une extrême gauche tendance trotskiste qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu de l'extrême gauche dans les années 50 du Parti communiste. On est vraiment sur de la créolisation, sur de la communautarisation, on est sur autre chose. Cette extrême gauche il y a toujours cette culture de l'excuse dans l'extrême gauche, et au contraire, c'est, je dirais, le rêve de l'extrême gauche, c'est la submersion migratoire des peuples européens pour faire une espèce c'est un peu Soros d'ailleurs, c'est pour faire un espèce de magma créolisé, intégralement métissé, etc. Mais il y a la complicité du macronisme, il y a la complicité des progressistes qui, d'ailleurs pour une part, sont au diapason de l'extrême gauche et rêvent d'une société transformée comme le veut Mélenchon et ses amis. Mais pour certains aussi, des progressistes sont d'une lâcheté incroyable. Comment on explique qu'en 9 ans de mandature d'Emmanuel Macron, qui pendant longtemps avait la majorité à l'Assemblée, il avait tous les pouvoirs et tous les moyens d'agir. Il n'a rien fait. Rien fait pour stopper la submersion migratoire, rien fait pour stopper l'insécurité, rien fait pour stopper les racailles. C'est le bilan de Macron, c'est le bilan de Darmanin, c'est le bilan de Dupond-Moretti, c'est le bilan de Lecornu, etc. Là-dessus, c'est le zéro intégral. Mais c'est un zéro qui coûte cher parce que, comme notre auditrice, malheureusement, ils sont des dizaines de millions en France, eh bien, il y a des gens qui
qui payent la lâcheté, la culpabilité de gens qui auraient pu faire mais qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu. Et je voulais d'ailleurs ajouter que dans notre mag, on a Philippe Diribarne qui a justement titré son article, je le cite, « Les gauchistes instrumentalisent l'islam et les islamistes instrumentalisent les gauchistes ». Oui, c'est un mariage contre nature en réalité, mais comme les deux sont dans une logique communautaire intégrale, je dirais, vous voyez dans les manifestations de l'extrême gauche ou d'ailleurs dans les concerts, vous voyez des barbus, des femmes voilées, etc., aux côtés de lesbiennes ou de trans à cheveux bleus. Donc, s'il n'y a pas d'acceptation de l'un et de l'autre, puisque on est quand même sur j'allais dire sur des choses qui paraissent incompatibles, c'est comme l'huile et le vinaigre, on voit que ça peut pas se diluer l'un dans l'autre, c'est que il y a une espèce de pacte et d'objectif commun. Et c'est souvent quoi je crois. Je crois que l'objectif commun pour l'un comme pour l'autre, c'est d'abattre la société française, de communautariser la société française, parce que c'est l'étape qui permettra ensuite, je dirais, de passer à la phase finale. Et la phase finale de tout. Et dans la phase finale, si des gens comme moi, comme toi, comme d'autres disparaissent, ils seront l'un en face de l'autre. Charles. Alors, ceci étant, l'un en face de l'autre, j'imagine mal. C'est pour ça qu'on voit le rappeur Medine dans des concerts d'extrême gauche avec des espèces de LGBTQ+, tout ça n'a aucun sens, sauf à considérer que, en fait, il y a une espèce de pacte. Voilà. Ceci étant, même si j'aime pas beaucoup Medine face à qui est d'ailleurs aussi dont le mode de vie se rapproche plus de la bourgeoisie que d'autre chose. Medine face à une lesbienne à cheveux bleus, je crois que le match est vite plié. Charles, en ce qui concerne les questions dans les commentaires, je pense que nous avons fait le tour. Eh ben, c'est très bien. Je remercie tout le monde d'avoir participé à l'émission. On va continuer à développer tout ça. D'ailleurs, demain, on fait une émission avec Pierre-Yves Rougeron pour continuer à parler de tout ça, qui revient donc en direct à midi. Je pense que ce sera à midi, mais enfin, on vous confirmera l'horaire sur nos différents réseaux sociaux. Bon, on n'a pas pu tout dire. On va continuer à développer tout ça cette semaine, en évitant de se prendre un strike sur YouTube ou sur d'autres plateformes ou des procès. C'est un risque, mais on accepte de le courir parce que, je le redis, tout ça relève de la salubrité publique, du salut public. Donc, il faut qu'on le fasse. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous nous aidiez. Donc, vraiment... J'ai l'impression de me répéter, mais franchement, c'est fondamental. Il faut vraiment que on soit le plus nombreux possible. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ça prend 5 secondes. Commentez les vidéos, likez les vidéos, partagez les vidéos. On va continuer à taper encore plus fort. Là, on a passé un cap. Avec l'Iran, vous allez voir, on a passé un cap sur les questions de géopolitique. Là, on passe un cap sur les questions de questions sociétales. Joséphine sort d'ailleurs bientôt un nouveau documentaire sur un sujet aussi qui est fondamental. Peut-être que tu peux le pitcher en 2-3 phrases. Je peux le pitcher, oui, sans en dévoiler trop, mais ça va porter autour des questions sur l'inceste, sur les mères protectrices qui justement tentent de protéger leurs enfants, c'est généralement du père incestueux, et qui sont rarement, malheureusement, écoutés par la justice. Voilà, donc ça, ce sera un documentaire vidéo. Et donc, pour nous aider, cet après-midi, allez vous procurer notre magazine. Je vous le remontre. On a tapé fort. On a tapé fort pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, mais on peut sauver encore. On est optimiste. Pierre-Yves Rougeron l'était hier, il le sera demain. On est optimiste parce qu'on va se battre. Voilà, on va se battre. Mais pour se battre, il faut qu'on ait l'équipe la plus nombreuse possible. Voilà, donc on compte sur vous.
C'est en kiosque, c'est sur notre site internet. Vous pouvez vous abonner à notre magazine. Aussi, le lien sera en description de la vidéo. Merci Joséphine. Merci beaucoup Charles et merci à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci à Delphine à la technique, aux Lakers, on les vaincra, on les aura, et à tout à l'heure 18h.